let's go. Step at a time. Do you still step at a time? What you waiting for? Step at a time. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut. Alors c'est un prénom qui n'est ni rare ni très fréquent, hein. On est des milliers à le porter, et sur internet, les Thibaut, ils font principalement de la muscu. Moi, mon truc, c'est la pop. Mais je m'en plains pas, hein. Il y a des prénoms qui sont plus connotés que d'autres, et certains qui sont à tout jamais liés à une seule personne. Elvis, Johnny, Madonna, Loana. À leur seule évocation, il y a tout un univers qui se déploie. Et celle dont on va parler aujourd'hui a non seulement marqué le prénom qu'elle s'est choisi, mais surtout une génération tout entière. Vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop, et nous allons retourner ensemble 25 ans en arrière, le 29 août 1997, le jour où Dorothée a quitté son club. Step at a time. Aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera. C'est promis les copains, un jour on se retrouvera, j'ai promis je ne pleurerai pas. Ça y est, je vais de bonheur. Vendredi 29 août 1997, il est 11h03 lorsque Dorothée, des sanglots dans la voix, rend l'antenne. Autour d'elle, près d'une centaine de personnes, des gens de l'ombre ou de la lumière, qui durant 10 ans ont collaboré avec elle et avec AB Productions sur ce qui est devenu un monument de la télévision française, le Club Dorothée. Une émission qui a fait les très belles heures de TF1, mais qui s'achève presque dans l'indifférence, un vendredi matin de fin d'été entre téléshopping et 4 divorces. Et même pas en direct, l'émission a été enregistrée 3 jours plus tôt, TF1 ayant refusé cette ultime demande à Dorothée. À 44 ans, elle tire un trait sur une carrière unique en son genre. Plus qu'une animatrice télé, plus qu'une chanteuse pour enfants, elle est devenue l'icône d'une génération avant de totalement disparaître et de devenir, pour la génération suivante, une presque inconnue. Et pour mieux comprendre comment la machine médiatique excessive, scandaleuse et impitoyable des années 90 a fait d'elle une superstar avant de l'avaler, retour sur un parcours qui a commencé en 1973 quand elle avait à peine 20 ans. Je sais que vous savez danser parce qu'on vous a vu la semaine dernière, mais savez-vous chanter? Oh, mais Dorothée, oui. Un jour, je vous ferai écouter un de mes airs favoris. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, je peux le faire tout de suite. Non, Blablatus, nous avons un programme bien chargé aujourd'hui. 26 septembre 1973, il est 15h lorsque Dorothée fait sa première apparition à la télévision. Nous sommes sur la première chaîne de l'ORTF, l'image est en noir et blanc, et Dorothée, qui est encore brune, co-anime avec une marionnette nommée Blablatus des émissions pour la jeunesse. Alors le rendu est hyper austère, hein. On était des années-lumière du très survolté Club Dorothée 20 ans plus tard. Mais c'est comme ça que Dorothée apprend son métier. D'ailleurs, premier élément important, elle a choisi un pseudo, selon les conseils de Jacqueline Joubert, celle qui l'a découverte au début des années 70, alors qu'elle s'appelait encore Frédéric Hochdé. Qui est-ce qui a trouvé Dorothée? Oh là là, ça s'est fait il y a un petit moment de ça. Il fallait un prénom qui... Enfin, Frédéric a un prénom androgyne. Donc à l'époque, on m'a dit, il faut que tu aies un prénom féminin. Alors, aller trouver un prénom quand on a vécu quelques années avec. Alors, on a commencé à chercher avec Jacqueline Joubert, bien sûr. Et Dorothée est venue comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Qui t'appelle encore Frédéric? Personne. Même pas ta mère? Non, même plus. L'expérience dure une année, avant l'éclatement de l'ORTF en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing et la création de nouvelles chaînes, TF1, Antenne 2 et FR3. Alors on dirait que je parle de la préhistoire, hein, mais dites-vous que Michel Drucker était déjà animateur à cette époque et que Lynn Renaud était déjà vieille. Donc après quelques petits jobs à la télévision et ailleurs, Dorothée, devenue blonde, retrouve Jacqueline Joubert, devenue elle directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2, l'ancien France 2, qui, en juillet 1978, lui confie les rênes de sa nouvelle émission phare, Récré à 2. Eh oui, Récré à 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous, je suis en compagnie d'un goody-goody. Qu'est-ce que c'est qu'un goody-goody? C'est un héros gentil d'un western, c'est ça. Avec Récré à 2, Dorothée fait entrer la culture japonaise dans les foyers français. Albator, Goldorak ou Candy deviennent des phénomènes et font de Dorothée l'idole des cours de récré. Une notoriété qui va taper dans l'œil d'un duo de producteurs de disques qui ont monté leur label quelques années auparavant, mais qui peinent à trouver la star qui fera leur succès et leur fortune. Ils s'appellent Jean-Luc Azoulay et Claude Barda, les A et B d'AB Productions, et en 1979, ils jettent leur dévolu sur Dorothée. Jean-Luc Azoulay, lui, connaît bien le milieu du disque. Il a été l'assistant de Sylvie Vartan dans les années 70 avant qu'elle ne s'envole aux États-Unis. Et orphelin d'une star, il réussit à convaincre Dorothée, d'abord réticente, de devenir chanteuse. Moi, je voulais réciter des contes, le côté un peu spécial. Et je dis non, je veux pas chanter. Il a tenu bon, sans quoi il avait raison.
Il m'a fait chanter, puis ça y est. J'y ai pris goût et j'ai adoré. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, ça c'est mon préféré. Ou la menteuse, Roxy Rookie, Qu'il est bête, Vive les vacances, Pour faire une chanson, Les Schtroumpfs. Les disques de Dorothée se vendent par millions. Et la traversée du désert de Chantal Goya au milieu des années 80 lui profite et fait d'elle la chanteuse numéro 1 des enfants. Car en plus d'être à la télé toute l'année, Dorothée sort un album par an, dont les chansons sont quasi toutes écrites par le duo Jean-Luc Azoulay et Gérard Salès. Et puis elle se produit plusieurs fois sur scène, d'abord à l'Olympia, puis à la fin 86 lors d'une résidence de 19 spectacles au Zénith de Paris, suivie d'une tournée en France. Ce sont quelques 200 000 spectateurs qui découvrent alors un show assez ambitieux où Dorothée arrive sur scène en deltaplane à la suite d'un crash d'avion. Quel est donc ce tourment, maman? Cet étrange sentiment, maman. Cette envie qui me prend de rire et de pleurer, de crier, de chanter. Dorothée est une superstar. On parle alors de 10 millions de disques vendus, albums et 45 tours confondus, c'est énorme. Un vrai modèle d'entertainment à l'américaine qui finit par se trouver un peu à l'étroit sur Antenne 2. Et alignement des planètes, c'est à cette même époque que Jacques Chirac, alors Premier ministre, décide de privatiser TF1. Un appel d'offres est lancé et c'est l'industriel Francis Bouygues qui décroche une concession de 10 ans pour diffuser sa chaîne sur le premier canal. Alors Francis Bouygues, son secteur c'est le BTP et absolument pas l'audiovisuel. Et du coup, pour prendre la tête des programmes jeunesse de sa nouvelle chaîne, sur les conseils d'Étienne Moujotte, il va chercher la numéro 1, Dorothée. La nouvelle sort dans Le Parisien du 25 mai 1987. Et vexée par cette infidélité, Jacqueline Joubert licencie Dorothée d'Antenne 2 une semaine plus tard, sans même qu'elle puisse dire au revoir aux téléspectateurs qui la suivaient depuis presque 10 ans. De leur côté, Jean-Luc Azoulay et Claude Barda savent qu'il y a une place à se faire et proposent de produire Dorothée sur TF1. Et s'ils n'y connaissent rien à la télévision, c'est pas grave. Il y a de toute façon tout à créer dans ce média qui se transforme, qui s'ouvre à la publicité et à la concurrence. Et pour Dorothée et AB Productions, cette nouvelle décennie qui s'annonce sera celle de l'hégémonie sur la jeunesse française. Un succès fait d'argent, d'excès et de scandales. Bref, le meilleur des années 90, et ça on va en parler tout de suite. Non, bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit? Non mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au Club Dorothée. Alors, on ferait comme si vous n'aviez rien vu. Je vais me cacher, vous m'avez pas vu. Vous chez vous, vous ici, on recommence à zéro, d'accord? Je me cache. Moteur! Mercredi 2 septembre 1987, Dorothée inaugure le Club Dorothée par un ratage, un playback raté mais qui symbolise en quelques instants tout ce qu'est et sera le Club Dorothée. Déjà, le professionnalisme hors pair de son animatrice, qui pour son premier mercredi après-midi en direct sur TF1 ne se démonte pas et réussit à en faire un vrai moment de télévision, justement sans cacher les coulisses et comment on fabrique une émission. Il y a également la façon de s'adresser aux enfants, en leur parlant d'égal à égal et en les considérant comme des copains et pas comme des enfants, justement. Et puis dans la production de l'émission, il y a ce côté un peu amateur, brut, mais qui lui donne une sincérité incomparable avec cette idée que tout est possible. Car à ce moment-là, AB Productions n'a jamais fait de télévision. Ils ont fait des disques, ils ont fait des spectacles, mais là, ils découvrent un métier. Et ça tombe bien, en 1987, sur TF1, tout est à faire. Et pour aller plus vite, avec Dorothée, ils reprennent ce qui a fait le sel de Récréa 2. Déjà la bande avec Ariane, Jackie, Corbier et l'arrivée de Patrick Simpson-Jones. Dorothée, pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'équipe. Tu retrouves Jackie, là, maintenant? Oui. Mais... Non, je plaisante. Non, je suis très contente de retrouver Jackie. En plus, je crois que nos amis téléspectateurs aussi, parce qu'on fait un duo. Enfin, c'est un ami, quoi. Mais vous n'êtes pas seuls tous les deux? Non, j'ai récupéré d'autres amis. D'abord le grand rouquin qui joue de la guitare, Corbier. Il m'a rejoint. Qui a d'autres? Patrick Simpson-Jones, grand sportif. Ariane Carletti, une amie. Et toute cette équipe, on est ensemble, on s'amuse. Et on va s'amuser avec vous et pour vous. Puis les séries. AB rachète Candy et Goldorak pour les diffuser sur la Une. Suivront Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, autant d'animés maladroitement appelés manga à l'époque, qui feront le succès du programme.
Alors je vais pas vous faire toute l'histoire du Club Dorothée, parce qu'on parle de 10 ans de diffusion, de milliers d'heures de programmes et autant d'épisodes de séries diffusées. Mais pour vous donner un exemple, en 1992, le Club Dorothée, c'est environ 20 heures de temps d'antenne hebdomadaire sur TF1 et chaque mercredi, environ 2 millions de téléspectateurs devant leur écran. Et ça, c'est que pour la télé. Les neiges de l'Himalaya et les montagnes du Guatemala, les volcans de l'Annapurna et les rapides de l'Arizona. En parallèle, Dorothée continue sa carrière de chanteuse, toujours avec un album par an, suivi d'une série de concerts avec une production de plus en plus ambitieuse à chaque fois. En janvier 90, elle se produit 12 fois d'affilée à Bercy, 12 fois également en 92, l'année suivante 6 fois et 10 fois en 1994, avec à chaque fois une tournée en France qui suit, et c'est toujours plein. Les chiffres sont délirants, mais témoignent totalement de l'impact de Dorothée sur cette culture mainstream des années 90. Alors Dorothée en musique, c'est différents styles. On a la Dorothée assez variété avec des tubes calibrés pour Bercy. Les montagnes se sont mises à trembler, les volcans se sont mis à gronder, les forêts se sont mises à brûler quand l'amour est venu l'emporter. Il y a la Dorothée qui est rock and roll. Toutes les guitares du rock and roll ne m'empêcheront pas de t'aimer. Elles peuvent me dire que je suis Et la Dorothée plus slow 60s, un genre que son auteur, compositeur, producteur Jean-Luc Azoulay apprécie particulièrement. Au collège des cœurs brisés, on apprend à oublier. Et globalement, sur les thèmes des chansons, on est toujours sur la même chose. Ça parle soit d'une valise, soit d'une fille qui est amoureuse d'un garçon et qui déclenche des phénomènes climatiques incroyables. Et tout ça, ça sort de la tête de Jean-Luc Azoulay, qui écrit tout. Tout, les émissions, les spectacles, les chansons, mais pas que pour Dorothée, pour Hélène, pour les Musclés, pour Christophe Ripper, etc. Et en plus de ça, j'allais oublier les scénarios des sitcoms AB qui vont vraiment être un genre en soi dans la première moitié des années 90. C'est un véritable écosystème autosuffisant produit à la Plaine-Saint-Denis et diffusé sur TF1. Les émissions, les chansons, les séries, les spectacles, le magazine, tout ça se mélange dans un gigantesque multiverse AB complètement fou et des fois sans limite. Mais en regardant ça aujourd'hui, c'est juste le témoin de son époque et de ce qu'est la télévision dans les années 90. Les Musclés qui revendiquent leur côté gros beauf multiplient les séquences sexistes valorisant la femme objet, tandis que les sitcoms ne sont pas avares dans leur vision très caricaturale de l'homosexualité. Et concernant la diversité, elle est globalement absente de l'univers d'AB. Absente en tout cas dans des rôles qui sont un tant soit peu valorisants. Tout le monde se souvient par exemple du personnage ingrat du Miel et les Abeilles, Giant Coucou, incarné par Désiré Bastaro, un nain noir ancien acteur porno, notamment avec Catherine Ringer, qui fait quand même beaucoup pour une seule petite personne. Et à Bonheur City, il y a des gens qui chantent et qui rient, mais qui ne sont pas toujours exempts de clichés racistes et dégradants. Je pense notamment au personnage de Sémoulette dans Les Filles d'à côté, qui condense à elle seule beaucoup de stéréotypes post-coloniaux qu'on peut avoir de la femme noire. Vous comprenez le Katchouni? Ouais, le Katouchoua. Oui, j'ai fait un stage lorsque j'étais à Médecins sans frontières. Théo. Et en dehors des sitcoms, on en retrouve aussi dans les émissions et dans les clips de Dorothée, comme celui de La Machine à Valer où elle se retrouve dans une marmite prête à se faire manger par les hommes africains, ou dans un autre genre lorsqu'elle fait une blackface, c'est-à-dire qu'elle se maquille le visage en noir avec une perruque frisée brune pour chanter en créole aux côtés des Zouk Machines. En coulisses, on avait prévu, logiquement, on devait faire la chanson normale, enfin moi, blonde, machin, tout ça. Et vite fait, entre les deux plateaux, pendant la série, je me suis maquillée en noir, les copines m'ont maquillée, la perruque, et les Zouk m'ont vu arriver, ils ont failli louper le micro et tout. Elles m'ont pas reconnue d'une part, et en plus, voilà, c'était comme ça. Ah mais attention, je ne dis pas que le Club Dorothée était le temple du racisme à la télévision française. C'était l'époque, tout simplement. En 1991, Vincent Lagaffe reste 11 semaines en tête du top 50 avec la Zoubida et les sketchs des Inconnus n'étaient pas en reste. Surtout, il s'agit là d'un regard de 2022 sur des choses produites il y a 30 ans, car à l'époque, absolument personne ne s'émeut de ça. Non, en revanche, l'animatrice n'évitera pas les polémiques. Bien au contraire, dès 1988, elle se retrouve dans la sauce. En cause, la série japonaise Ken le Survivant, épinglée par la ministre déléguée à la communication, qu'elle juge comme étant trop violente pour les enfants. Les méchancetés sont toujours dures à avaler et à digérer, mais cela dit, quand
Quand on parle avec les enfants, qu'ils vous donnent des critiques plus ou moins gentilles, agressives, on sait qu'elles sont vraies. Donc on les accepte plus facilement. Alors que celles des adultes, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Dorothée se lance alors dans une campagne de communication auprès de la presse pour rassurer les parents. Les séries seront désormais regardées et validées par des psychologues. Tu dis toujours que tu montres effectivement, les séries sont montrées à des psychologues. C'est vrai, tout est visionné par des psychologues. Et vous voulez jamais donner les noms des psychologues? Bah non. Pourquoi? Bon, je pense que ça change. Mais c'est vraiment vu par des psychologues? Vraiment vu, il y a un pool de psychologues avec un responsable à la tête et tout est vérifié. S'il y a un épisode qui peut éventuellement poser des problèmes, on enlève l'épisode. Vous enlevez l'épisode? Absolument. Un an plus tard, une députée des Deux-Sèvres, certainement en quête de notoriété médiatique, en profite pour sortir un livre dénonçant la violence à la télévision. Elle s'appelle Ségolène Royal. Puis il y a eu l'affaire Ségolène Royal. Qui? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, où elle disait que c'était pas bien que les enfants regardent Dorothée, tout ça. Tu t'en souviens de ça quand même? Oui, bien sûr. Et puis tu sais ce qui s'est passé quand même, on t'en a déjà parlé. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du Club Dorothée, et puis il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça, il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Un bouquin, qu'est-ce que c'est que ça? Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça. Non, là, allez, poubelle. Est-ce que tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué? C'était pas méchant. C'était pas méchant. On a montré son livre à l'antenne, ça fait de la pub gratuite. Ah bon, donc tu crois qu'elle était contente? Mais tout ça, finalement, ça n'atteint pas le succès de Dorothée, ni sa relation avec TF1. Si le business fonctionne, alors tout va bien. C'est à partir de 1995 que les choses vont tourner au vinaigre. En cause, la volonté d'AB de lancer une offre de bouquet satellite nommée ABSat, qui entrerait en concurrence avec TPS, dont l'un des principaux actionnaires est TF1. La première chaîne n'est pas hyper chaude à l'idée de continuer de faire la fortune d'un futur concurrent et commence à réduire les heures d'antenne et les commandes de programmes à AB. Ce qui affecte forcément la carrière de chanteuse de Dorothée. À cette époque, Jean-Luc Azoulay envisage de la faire chanter au Parc des Princes au mois de juin 1995. Une consécration, puisqu'à l'époque, un seul artiste français s'y est produit, Johnny Hallyday. Le projet reste dans les cartons et Dorothée se contente, entre guillemets, de 4 soirs au Zénith de Paris en janvier 1996 et sans tourner derrière. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Moins de temps d'antenne dit moins de créneaux de promotion, qui dit moins de disques vendus et donc moins de monde au spectacle. À partir de 1996, TF1 se lance dans une quête de sens, dans l'optique de devenir une chaîne plus respectable et plus familiale. Elle se sépare ainsi d'animateurs stars dont l'image ne correspondait plus à ce qu'elle souhaitait devenir, genre Marc Morandini, Patrick Sébastien ou Jacques Pradel. Mais ça passe en novembre 1996 par la déprogrammation de Dragon Ball Z, qui était dans le collimateur du CSA depuis quelques temps, ce qui favorise l'érosion du Club Dorothée, qui en était quand même à sa 10e saison. Au mois de décembre, Dorothée propose sa dernière résidence à Bercy, 16 concerts tout de même, dont les places ont toutes été vendues à des comités d'entreprise avec une mise en scène bien moins ambitieuse que ses précédents spectacles et qui témoigne clairement de la fin d'une époque. Et là, on m'a dit qu'il y a une petite modification par rapport au précédent, c'est que la scène est au milieu du public? Non, il n'y a pas de scène. Ah, il n'y a pas de scène du tout? Non. T'es au milieu du public? Sur le sol. Ouais, Sur le sol. À la place des patineurs, voilà, c'est nous. Début 97, TF1 annonce qu'elle ne reconduira pas le Club Dorothée à la rentrée de septembre. La nouvelle est officialisée au mois de mars et l'émission s'arrête définitivement le samedi 30 août par un best-of. Après avoir été présente à la télévision quasi quotidiennement pendant près de 20 ans, Dorothée disparaît du petit écran. Elle fera une ultime apparition dans l'école des fans de Jacques Martin en février 98 avant de s'effacer complètement. 3, attention, 2, 1, top de mille. Bonne année à tout le monde, ça y est, regardez. Je souhaite la plus douce des années possibles. Très bonne, très heureuse année 2000 à vous tous. Explosion d'Internet, passage à l'an 2000, attentat du 11 septembre, en une poignée d'années, le monde change très rapidement. De plus, début 2000, TF1 acquiert la diffusion de Pokémon, qui devient un phénomène mondial et le produit d'appel de ses programmes jeunesse. Tout ça combiné fait que le Club Dorothée s'apparente ainsi rapidement comme le monde d'avant. Mais il ne disparaît pas pour autant des mémoires, car tout revient toujours. Et ça, on va en parler tout de suite. On l'a pas revue à la télévision depuis près de 8 ans. Elle est venue par amitié pour Chantal. Et c'est un vrai événement. Voici Dorothée. 11 décembre 2005, plus de 8 ans après l'arrêt de son club, Dorothée est de retour à la télévision, invitée par Chantal Goya sur l'inimitable Canapé Rouge de Michel Drucker, qui lui n'a jamais quitté l'antenne. Cette courte apparition de 10 minutes suffit à en faire un événement médiatique et fait naître une première vague de nostalgie des années Club Do. Durant la seconde moitié des années 2000, Jean-Luc Azoulay s'investit à faire revivre l'âme des grandes années AB, notamment avec la concrétisation d'une chaîne sur la TNT d'Île-de-France, IDF1, en mars 2008, après avoir échoué par 2 fois en 2002 et 2005 sur des projets de chaîne portés par l'ancienne animatrice chanteuse. Et en 2010, Dorothée remonte sur scène. Enfin, on se retrouve le
comme si le temps perdu n'existait pas. Durant 4 soirs, sur la scène de l'Olympia, Dorothée retrouve des milliers de copains qui ont désormais entre 25 et 35 ans et dont la ferveur témoigne aussi de la fidélité indéfectible d'un public gay pour ses idoles. Et pour boucler la boucle de ce comeback, une tournée et un nouveau concert à Bercy sont annoncés. Faute de réservation, la tournée sera annulée et l'ultime Bercy de 2010 sera plus un symbole qu'un réel succès, qui scelle tout de même un record pour Dorothée, qui se sera produit 57 fois à Bercy, un record pour une femme, bien loin devant Céline Dion et Mylène Farmer qui n'y ont chanté que 35 et 33 soirs. Pour qui tu me prends, je ne suis pas une idiote, une tête de linotte qui peut tout gober, une gentille petite sotte qui va avaler tes jolies petites carottes pour se faire carotter. Souvent moquées et caricaturées, les productions AB ont néanmoins marqué l'histoire de la télévision française, et pas seulement dans les années 90. Les histoires d'Hélène et ses garçons continuent encore aujourd'hui. Il y a eu Le Miracle de l'amour, puis Les Vacances de l'amour, et depuis 2011, Les Mystères de l'amour, ce qui en fait, avec 30 ans d'existence, la saga télé française la plus longue de l'histoire. Et même si AB Productions n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, la tradition des chansons dites AB, réalisées par Gérard Salès et Jean-Luc Azoulay, perdure avec Elsa Esnou, dont je vous ai diffusé une de ses œuvres juste avant. Alors qu'on aime ou pas, bon, c'est pas tellement un sujet, elles ont le mérite d'exister, mais surtout d'avoir trouvé leur public. De son côté, Dorothée a cessé ses activités de télé ou de chansons, mais revient faire des apparitions régulières dans les médias, suscitant toujours la même ferveur. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, on a assisté à une sorte de canonisation de Dorothée dans la culture populaire. L'explosion de YouTube et d'Instagram n'y est pas étrangère. Internet permet de mettre en lumière des passionnés qui partagent leur goût de la nostalgie des années 90, qui passaient par les animés, par les séries, par les sitcoms, et dont la clé de voûte est Dorothée. Bien plus qu'une grande sœur ou qu'une idole, Dorothée restera avant tout un repère et un lien pour toute une génération. La seule évocation de son prénom fait remonter des images, des chansons et des souvenirs qui uniront pour toujours des millions de copains. C'était le jour pop épisode 28 consacré à la seule et unique Dorothée et le premier épisode de cette saison 3, donc je vous remercie déjà d'être revenus m'écouter et je tiens à remercier tous les fans de Dorothée qui ont fait un travail d'archivage absolument incroyable. J'ai jamais vu ça pour aucun artiste et c'était passionnant de se replonger dans ces archives. J'espère que l'épisode vous a plu et si vous avez envie qu'on en discute, rendez-vous sur Instagram, Twitter et TikTok @lejourpop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au Jour Pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller l'émission. Nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Jour Pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for?